عارفين Google Meet, je ne peux pas vous entendre, vous voir, allez voir vos messages. Donc, si quelqu'un peut juste confirmer, Wahed, ça serait très bien. Est-ce que c'est bon, c'est clair le partage? Oui, oui, c'est bon, on regarde. C'est très bien. Oui, c'est Très bon. bien. Très bien. Donc, le but, donc, ça, j'ai hésité tellement par quoi je vais commencer. Donc, d'habitude, normalement, si on suit un peu l'enchaînement, on va dire, la méthodologie de recherche d'une manière générale, on devrait normalement commencer par le commencement, ça veut dire ce qu'on appelle les méthodologies de recherche d'une manière générale. Mais je voulais un peu attaquer le point central, et on a parlé de ça pour un doctorant qui est en première année, parler de la méthodologie de recherche pour un doctorant de première année. Ça peut faire fuir, ou là, ça fait peut-être peur à certains, ou la chihaja. Bon, je voulais un peu commencer par la pratique, si je suis. Donc, le temps surtout pour nos chers doctorants de première année, deuxième année, etc., qui sont peut-être dans l'embarras ou là, qui sont dans un flux, qui sont dans le commencement, de commencer par un point de départ. Normalement, tous les éléments qu'on va voir dans cette série de webinaires, Inch'Allah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit celle-là, mais quand je serai fatigué un peu, donc je verrai quand est-ce que je vais faire la conclusion de cette série. Mais c'est juste une initiative, donc je vous remercie d'être là et je vous remercie. Donc je remercie votre attention, votre participation. Et bien, de la même occasion, je tiens aussi à remercier notre centre d'études doctorales, que ce soit de l'Université d'Antofagh, que ce soit de l'ENSA de Fenetran, d'avoir en quelque sorte soutenu, promu, on va dire, encouragé cette initiative. Donc, j'ai commencé par cette thématique de collecte et de gestion de références bibliographiques, étant donné que c'est le point de départ de toute recherche d'une manière générale, et on a tous passé par là. Mais bon, je vais essayer au mieux que possible, dans l'ensemble des séries et des webinaires qui vont se succéder, qui vont suivre ce webinaire, d'essayer d'attaquer plusieurs volets. Par exemple, le webinaire prochain, donc on verra vers la fin de ce webinaire, d'ici à peu près 45, on va dire 45 minutes. D'ici 30 à 40 minutes, pour vous laisser le temps de poser vos questions aussi, de voir un peu de tous les éléments qui sont sur ce slide. Donc, et voir un peu leur intérêt et l'intérêt surtout pour nous en tant que chercheurs. Mais le point de départ, c'est cela, enfin, en fin de compte. Et comme j'ai dit, donc j'ai hésité au départ. Je voulais faire un webinaire sur la méthodologie de recherche, mais bon, pour ne pas faire peur à certains doctorants peut-être. Donc j'ai opté pour, on va dire, la partie outillage ou la partie pratique, les techniques, on va dire la technicité de la chose. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid et peut-être avec le temps, nos chers doctorants vont voir plus clair. Mais tout ce qu'on va aborder ici, côté technique, c'est en fin de compte a une relation avec ce qu'on appelle la méthodologie de recherche. Et tous, on sait cela, quand on démarre une recherche, on répète toujours le terme qui revient toujours. C'est quoi le sujet de ton recherche? C'est quoi la problématique de ton recherche? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette thèse, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu le point de départ et ça va être le point de départ de cette collecte de données. Le collecte de données, ce qu'on appelle les données secondaires. Les références bibliographiques ne seront que des données secondaires. Donc, chers doctorants de première année, deuxième année, etc., il ne faut pas se désespérer. Vous êtes dans le démarrage, donc il ne faut pas croire que vous n'avez rien à faire dans cette thèse, peut-être, etc., que vous attendez. Donc, on a tous d'être le réflexe et les mauvaises pratiques, bonnes mauvaises pratiques que nous avons acquis quelque part dans nos projets de fin d'études, etc., que toutes les choses sont encadrées et cadrées d'une manière générale. Même dans nos projets de fin d'études, ce n'était pas une chose facile, ce n'était pas une tâche facile. Donc, on commençait toujours d'un point de départ quelque part. Et dans une recherche, on va dire, dans une recherche scientifique, le point de départ, c'est cette fameuse problématique. On n'a pas de problématique. Quand on parle de problématique, c'est peut-être un problème ou plusieurs problèmes. C'est une composition de problèmes. Ça peut être un seul problème. Mais le plus grave des problèmes, donc là, le problème, c'est quelque chose qui est toujours grave. Le plus grave des problèmes, c'est le manque de connaissances. Donc, dans une recherche scientifique, toujours. Donc, le but final, l'ultime but d'un chercheur, c'est toujours de produire
une connaissance. Donc, d'essayer, de tenter d'essayer de produire une connaissance. C'est ça notre but et c'est ça notre métier. Nous, on s'arrête là. Peut-être que les autres, ceux qui vont venir, vont commencer une autre tâche. Mais moi, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, mon produit final, c'est un bouquin. Mon produit final, c'est mon rapport de thèse. Mon produit final, c'est mon article. Mon produit final, c'est mon chapitre. S'il y a un brevet, s'il y a un prototype, s'il y a de la commercialisation derrière, s'il y a des prises de décision derrière, etc., c'est un plus. Mais moi, en tant que chercheur, en tant que scientifique, mon but final, c'est de tenter d'essayer de produire une certaine connaissance ou au moins essayer de synthétiser les connaissances déjà produites tout en donnant peut-être à au moins des perspectives par rapport à ce qui est déjà produit, tout en essayant quand même quelque part de produire quelque chose. Mais bon, tous, on sait très bien que quand on démarre une recherche, on ne sait même pas le début de la fin de cette recherche. Tout ce qu'on sait, c'est que nous avons envie de faire une recherche. D'accord? Et la recherche au Maroc, la recherche selon nos textes de loi, c'est le cycle doctoral plutôt, donc selon nos textes de loi, c'est un cycle d'apprentissage à la recherche par la recherche. Et la première chose qu'on va essayer de rechercher, c'est justement nos références bibliographiques. Maintenant, comment on va pouvoir faire cette recherche des références bibliographiques et qu'est-ce que c'est qu'une référence bibliographique? Donc, je parle des doctorants qui démarrent à peine. Une référence bibliographique, c'est tout ce que vous avez certainement fait référence dans un de vos rapports de projet, de fin d'études, etc. Vers la fin, vous faites référence à ce qu'on appelle, vous faites à la fin de votre rapport, la bibliographie. Alors, la liste, toute la liste de votre bibliographie, petite qu'elle soit ou grande, c'est ce qu'on appelle les références bibliographiques. Donc, une référence bibliographique, ça peut être un article, une référence bibliographique, ça peut être un chapitre, ça peut être un bouquin, ça peut être une thèse, ça peut être une image, une figure, de l'audio, de la vidéo, un rapport produit par la communauté scientifique, un rapport produit par des experts, une société savante, une association internationale, un document. D'une manière générale, c'est un document dont moi je vais faire référence. C'est pour ça qu'on parle de référence bibliographique, dont moi je vais faire référence dans mes travaux. Maintenant, ça, c'est ça, la référence, c'est tout simplement ce qu'on normalement on devrait trouver dans une bibliothèque, qu'il soit une bibliothèque réelle, physique, ou qu'il soit une bibliothèque numérique, ce qu'on voit, parce que de toute façon, on est en train de vivre dans l'ère numérique. S'il y a des commentaires, là, je n'arrive pas à les voir étant donné que je suis en face de mon écran, je suis juste en train, vous avez le plaisir de me voir en plus de mon slide. Moi, je n'ai pas ce plaisir. J'ai le plaisir simplement de voir mon slide. Ça veut dire s'il y a des urgences, vous pouvez activer votre audio et me le dire. Sinon, je vais tout simplement continuer et j'espère que vous êtes en train de suivre avec moi. Donc, cette fameuse problématique, donc c'est quoi cette fameuse problématique? Donc, parlons d'une manière très terre à terre. Cette fameuse problématique, ça peut être simplement le thème qui vous intéresse dans la vie. Vous voulez conclure votre cursus académique en travaillant quelque part sur un sujet donné, tout en essayant, tout le rêve de tout doctorant, c'est d'essayer quelque part d'inscrire son nom à côté des grands savants de l'univers, on va dire. Donc, tout en essayant d'apprendre le métier de chercheur. Et donc, ce fameux doctorant, il va choisir un sujet qui devrait normalement lui plaire. Parce que si un sujet ne me plaît pas, bon, soyez sûr et certain, vous allez le changer en cours de route. D'accord? Donc, je vais choisir un sujet, je ne sais pas, je n'ai même pas de sujet, au moins j'ai une thématique. Je n'ai même pas de thématique, au moins j'ai une discipline. Je suis informaticien, donc certainement je vais faire quelque chose dans l'informatique. L'informatique qui s'applique à quelque chose, où je suis dans les sciences sociales, marketing, gestion, économie, donc je vais faire quelque chose à l'intérieur de ce champ disciplinaire. Je vais essayer quelque part de travailler à l'intérieur de ce champ disciplinaire. Après le fait que je vais cadrer mon champ disciplinaire, je vais peut-être faire une petite recherche pour essayer d'identifier les thématiques de recherche qui sont plus ou moins tendances dans cette discipline, dans ce champ disciplinaire. Maintenant, comment je pourrais identifier les thématiques? Les thématiques de recherche, ce sont tout ce que
font les chercheurs jusqu'à aujourd'hui dans un domaine particulier, étant donné que moi, en tant que débutant, je parle avec les doctorants qui démarrent à peine, et en tant que débutant, je ne sais même pas à peine si je suis maintenant fixé sur mon domaine, je l'espère, ma discipline, je sais d'où je suis construit en quelque sorte, je suis sciences sociales, je suis sciences de gestion, je suis informaticien, je suis dans l'ingénierie, je suis dans la mécanique, je suis dans les sciences biologie, etc., etc. Bon, je suis fixé sur ça. Maintenant, j'aimerais bien avoir une thématique. Bon, comment je pourrais faire pour pouvoir connaître un peu les thématiques tendances? Je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, je peux tout simplement faire appel à un des moteurs de recherche et non pas scientifique, ce qu'on appelle des moteurs de recherche générales. Et je vais faire par exemple international conference on quoi? Bah, ma discipline. D'accord? Je suis informaticien, je vais prendre le cas du computer science. Je suis sciences sociales, je vais prendre social science, etc. Je suis management, marketing, etc. Je vais prendre n'importe. Donc, marketing. Et je vais faire comme ça, International Conference on Marketing. Et je vais essayer d'aller voir peut-être une conférence qui vient de se dérouler ou qui s'est déroulée l'année dernière ou l'avant-dernière, etc., etc. Je vais faire comme ça. Et puis après, bon, ça c'est juste une astuce, c'est pas une règle, c'est pas une règle générale. On a plusieurs façons de cerner un peu plus ou moins, d'avoir une idée sur les thématiques tendances. Pourquoi j'utilise cette façon de faire? C'est tout simplement parce que quand on va créer un événement, quand il y a un événement, il y a des chercheurs. Et quand il y a des chercheurs, il y a des thématiques de recherche qui intéressent chacun des chercheurs. Et donc, moi, si je veux avoir une idée très rapide sur les thématiques de recherche, je pourrais faire comme ça et aller vers une rubrique qui s'appelle Call for Paper, ou bien une autre rubrique qui s'appelle Topics, ou bien une autre rubrique qui s'appelle Tracks, etc., etc. Ça s'appellera comme les organisateurs vont la nommer, mais pour moi, ça va être tout simplement une liste d'items, une liste de thèmes. D'accord? Et à l'intérieur, bon, j'ai une liste de thèmes, 16 thèmes. Donc, ça, c'est une conférence qui vient de s'organiser peut-être, qui va s'organiser en 2021, en décembre, qui passait d'ailleurs. Et donc, je pourrais faire le même exercice sur 2, 3, 4, 10, 15, 20. Donc, ce qui me plaît, bon, une dizaine, c'est largement suffisant. Au Maroc et ailleurs, de faire une petite liste comme ça. Et à chaque fois, qu'est-ce que je pourrais faire? Copier ça et le coller dans un fichier Word, tout simplement. Et nommer ce fichier Word au nom de cette conférence. Et vers la fin, à faire une petite synthèse. Et puis, après cette petite synthèse, bah, à chaque fois, je vais voir quels sont à lister la liste complète, recenser à partir de là. Bon, c'est juste une petite façon de faire, hein, et de recenser la liste des thématiques. Et à l'intérieur, je vais voir qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Peut-être que ça m'intéresse. Peut-être que ça m'intéresse. Peut-être que ça m'intéresse. Peut-être que ça m'intéresse, etc., etc., etc. D'accord? Et à partir de ce thème, donc là, je suis fixé sur ma discipline, je suis fixé sur un thème particulier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je vais prendre par exemple ce thème. Alors, il s'avère que ce thème, c'est quoi? Il y a quoi ce qu'on appelle des mots-clés à l'intérieur de ce thème. Donc, il y a l'intelligence artificielle appliquée au marketing, par exemple, ça m'intéresse. Ou bien je vais choisir un autre domaine, si je suis dans notre domaine, par exemple l'éducation. Je ferai par exemple pareil. Donc, je vais chercher une conférence, etc., qui est organisée au Maroc ou ailleurs qu'au Maroc, et je vais faire le même exercice pour recenser un peu les thématiques. Une fois faite, une fois je vais recenser ces thématiques, c'est déjà un résultat en soi. Hein. Soyez sûrs et certains, chers doctorants, que le fait de cerner des thématiques qui se rattachent à un domaine particulier, c'est déjà quelque chose de très important. Surtout, je parle moi avec les doctorants qui sont en première année. Donc, je vais essayer d'identifier ici où ils sont peut-être ça. Peut-être que ça, c'est pas tomber sur un mauvais exemple. Je vais prendre un autre exemple d'une conférence. D'accord. La conférence, pourquoi une conférence ou pas autre chose, hein. Donc, on peut bien évidemment identifier les différentes thématiques à partir de quoi? À partir des journaux, à partir des bouquins. Donc, c'est la même chose, hein, à partir des publications, justement.
des publications déjà passées. Et je vais faire comme ça, donc guideline, voilà le call for paper. Et ben voilà, j'aurai une liste de topics qui sont là. D'accord. Et je pourrais recenser de la même façon à les thématiques qui sont un peu tendances. Une fois je vais recenser ces thématiques qui sont un peu tendances, donc je vais revenir ici pour essayer de faire quoi? D'extraire à partir de là des mots-clés. Déjà à partir des thèmes, je vais mon thème, le thème qui m'intéresse pour pouvoir rechercher, je vais trouver des mots-clés. Une fois que je vais trouver des mots-clés, bah, je vais commencer à mon travail de quoi? De collecte des données. N'oublions pas que collecter les données secondaires, c'est un point de départ très important. Et le résultat de la collecte des données secondaires, c'est un premier résultat de recherche déjà. D'accord? Et travailler sur ces données secondaires, ce qu'on appelle les références bibliographiques, données secondaires, ce sont les travaux antérieurs. Travailler d'une manière minutieuse, approfondie, etc., tout en faisant un recensement des écrits exhaustif, bien sûr, ça va prendre du temps, hein, ça n'est pas tellement évident, ça peut faire être objet d'une publication en soi. D'accord? Donc, l'étude documentaire dans une recherche, dans le processus d'une recherche, on va dire, il intervient ici. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art, la revue de littérature, il est là. D'accord? Donc, ça commence, comme on a dit, une recherche, ça peut commencer d'une problématique, ça peut commencer de cette étude documentaire pour arriver à formuler la problématique. Et justement, on va à un aller-retour entre ces deux stades du processus de la recherche. C'est lui qui va nous permettre d'affiner davantage la problématique. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres façons de faire et il y a tout un chemin qui va suivre hein, jusqu'à arriver, si on est dans la revue, si on est dans une recherche ou appliquée, d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle les études empiriques, les études terrain, les expériences, etc., etc. La revue de littérature, donc ça va peut-être être le sujet de notre webinaire, notre second webinaire. C'est le processus, c'est ça, hein, c'est collecter hein, les références, des données secondaires, les lire, puis après les synthétiser. Hein, c'est ça un peu le processus de la revue de littérature. Donc, on reviendra peut-être dans le prochain webinaire et les étapes de cette recherche, de cette, on va dire, la collecte, puis après la gestion des références bibliographiques, ou bien les étapes de cette revue de littérature. Ça commence de la recherche de documents. À partir de quoi? À partir des mots-clés. Et ces mots-clés, au moins, je devrais traduire au moins mon thème de recherche. D'accord? Donc, puis après, je vais collecter les données secondaires pour pouvoir les lire et les synthétiser et les discuter. Mais nous, c'est ce webinaire, on va s'arrêter à là. Hein, donc, entre rechercher et collecter, puis après, gérer les références bibliographiques. Et on reviendra, je pense, le webinaire prochain pour vous parler juste sur la revue de littérature et comment on pourrait faire les parties suivantes, c'est-à-dire la lecture, la synthèse et la discussion. D'accord? Donc, ces slides, on reviendra. Maintenant, après avoir identifié vos mots-clés, hein, chers doctorants, après avoir identifié vos mots-clés, on va partir à l'exercice de collecte. Bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais tout simplement aller sur ce qu'on appelle des bases de données scientifiques ou bien ce qu'on appelle des moteurs de recherche scientifiques. Un des moteurs de recherche scientifiques, vous connaissez certainement, ou là vous avez entendu parler certainement, c'est Google Scholar. Donc il y a Google, c'est le moteur de recherche un peu général, et Scholar, Google Scholar, c'est un peu spécifique à quoi? Spécifique à tout ce qui est production scientifique. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, pour l'instant, je n'ai pas une problématique claire, mais j'ai que des mots-clés émanant de ma thématique de recherche. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de tout à l'heure, une thématique de recherche. Je vais prendre par exemple ça. Je vais taper, c'est ça un peu mes mots-clés. Tout simplement. D'accord? Et je ferai appel à Google Scholar. Et déjà, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence déjà à l'exercice de collecte. Hein. Donc, après mes mots-clés, je fais appel à des outils de recherche, dont ce qu'on appelle la documentation scientifique, hein, la production scientifique. Mais il faut faire attention à distinguer entre deux outils. Il y a ce qu'on appelle les moteurs de recherche scientifiques, il y a ce qu'on appelle les bases de données scientifiques. Les moteurs de recherche, les bases de données scientifiques, normalement, devraient disposer de leur propre moteur de recherche scientifique. Les bases de données, les moteurs de recherche scientifiques, eux, ils ne permettent de rechercher d'une manière globale sur la production scientifique qui est indexée dans ces moteurs de recherche, ou qu'on peut trouver d'une manière abrégée, etc., à travers d'autres indexeurs
Donc, on pourrait les recenser par la suite, d'accord, en utilisant les mots-clés. Et exemple Google Scholar. Mais Google Scholar, qu'est-ce qu'il y a? On trouverait des documents, des références bibliographiques, etc. Mais on va trouver du tout. Peut-être on trouvera de la bonne bouffe, comme on dit, de la bonne nourriture pour notre esprit, étant donné que les références bibliographiques, c'est la nourriture de nos esprits. Et peut-être on trouvera de la mauvaise nourriture. Pourquoi? Parce que Google Scholar, il ne garantit pas la fiabilité des données secondaires, mais il nous permet de faciliter la recherche, la découverte et peut-être l'accès par la suite si le document il est accessible. Donc déjà sur Google Scholar, qu'est-ce qu'on trouve comme information? On trouve un titre, c'est celui qui est en bleu, on trouve les auteurs en bas, on trouve le journal qui n'apparaît pas en totalité, c'est là où c'est publié, peut-être l'éditeur, l'année, etc., etc., en fonction bien sûr du type de document. Si c'est un article, on verra un journal. Si c'est une conférence, on verra le titre de la conférence. Si c'est un bouquin, on verra le titre du bouquin, etc. Et à côté, l'éditeur avec les auteurs d'une manière générale. Et il y a aussi une information très importante à côté de tout cela. Donc là, on a un aperçu de peut-être un résumé ou là, ce qui apparaît en haut d'un document, d'accord? Ce qu'on appelle un résumé, à côté du titre, le titre il est là, peut-être ça c'est un résumé ou là une partie de l'introduction, on ne sait pas la façon avec laquelle c'est organisé ce document, d'accord? Et là, vous voyez, donc là, il y a les fameuses mots-clés que j'ai tapés tout à l'heure, d'accord? Et à côté, en bas, il y a un indicateur très important, c'est le nombre de citations de cette référence. Alors, le nombre de citations de cette référence, ça va m'apporter quoi comme information? Ça va me donner une information sur on va dire, cette référence, est-ce qu'on fait référence à cette référence? Parce que si on fait référence tellement à cette référence, c'est un indicateur très important. Ça veut dire que ce travail est pertinent, c'est un travail qui est intéressant, qui a intéressé déjà des chercheurs avant moi, etc., etc. Et en plus de cela, en tapant ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aussi accéder à tous ceux qui ont déjà cité cette référence. C'est-à-dire que si ça se trouve, que ce travail, ça m'intéresse en tant que chercheur, je pourrais, à travers cette advice, je pourrais retrouver tous ceux qui se sont intéressés à cette recherche comme moi, etc. Et à partir de là, je pourrais reconstruire au fur et à mesure ce qu'on appelle mes références bibliographiques. Maintenant, j'ai trouvé ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que je pourrais faire? Faire appel à des outils, ce qu'on appelle les outils de gestion des références bibliographiques. Maintenant, je suis où par rapport à mon exposé? Je pense que je suis presque à la fin. Donc, on a parlé un peu de la revue de littérature, du process d'une manière générale. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche et la collecte pour l'instant. On reviendra par la suite pour les autres étapes. Donc, on a parlé de ce qu'on appelle les bases de données scientifiques à côté de ce qu'on appelle les moteurs de recherche scientifique. Les moteurs de recherche scientifique sont des outils qui vont nous permettre de faciliter l'accès, de faciliter la recherche, mais qui ne garantissent pas forcément la fiabilité des données. Alors que les bases de données, c'est ce qu'on trouve ici, ça veut dire Scopus, Web of Science, Clarivate Analytics, Web of Science, DOAJ, PubMed, DPLP, I3E, Springer, etc., Medline, etc., ce qu'on appelle des bases de données scientifiques. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un board. Et derrière, il y a ce qu'on appelle une comité, ou là, un comité de pilotage, un comité de gestion de cette base de données. Tout simplement, Scopus, il est géré par un éditeur. Un éditeur, c'est quoi? C'est une entreprise ou un organisme, une association, une université, etc., qui gère tout un fonds documentaire, qui produit. Un éditeur, c'est principalement quelqu'un qui va produire la production scientifique, qu'elle soit des journaux, des bouquins, des rapports, etc., etc., et qui va les éditer d'une manière très continue, puis peut-être, bien sûr, les vendre, etc., et avoir un chiffre d'affaires. Et Elsevier, c'est un des entreprises qui fait cette activité. Par contre, Google, elle, non, il ne s'intéresse pas forcément à cela. Elle, Google, c'est beaucoup plus la recherche opérationnelle, c'est faciliter un peu la découverte du web, enfin, l'indexation du web et par la suite la découverte du web. Et donc, ce qui fait, on a fait la différence. Ça, leur métier, ces bases de données, leur métier, c'est l'édition scientifique. Et dans l'édition scientifique, il y a ce qu'on appelle une phase très importante. On reviendra, Inch'Allah, dans d'autres webinaires, un webinaire qui va être dédié pour tout ce qui est rédaction et publication scientifique. Une des phases, c'est ce qu'on appelle la relecture des travaux soumis par un chercheur.
Donc, et après acceptation de ce travail, il est publié. Et justement, Elsevier, c'est son métier principal. C'est cette fameuse édition. Et du coup, Scopus, cette fameuse base de données qui est gérée par Elsevier, ou bien Web of Science, ou bien Kern, etc., bah, ils se mettent l'ensemble de leur production, tout ce qui est indexé par leur base de données, ils le se mettent à une série à une batterie de critères. Et justement, c'est parce qu'il existe cette batterie de critères chez chacun des bases de données scientifiques. C'est pour ça qu'on dit que les bases de données scientifiques gérées par, contrôlées par un comité particulier, un éditeur ou autre, et c'est une garantie de la fiabilité des données secondaires. Donc, leur valeur ajoutée, ces bases de données scientifiques, c'est qu'ils garantissent pour nous cette fiabilité à travers le respect de certains critères. Par exemple, il faut que tous les articles soumis ou publiés dans un journal ou un bouquin, etc., s'il s'agit d'un chapitre, etc., que ça soit titré, que le titre peut-être qu'il soit en anglais, peut-être dans une autre langue, mais qu'il y ait de l'anglais, un abstract en une autre langue, mais aussi en anglais, des mots-clés. C'est des critères de forme. Puis après, il y a des critères de fond, qu'il n'y ait pas de plagiat, qu'il n'y ait pas, que le journal lui-même ne soit pas prédateur, que le journal soit cité aussi. Hein, donc, pour que Scopus puisse accepter qu'une publication soit indexée. Donc, l'indexation, hein, vous allez entendre de ce terme beaucoup. L'indexation, c'est quoi? C'est le fait qu'un journal réside dans la base de données. Un journal soit indexé, dans cette base de données. Et du coup, on dira de ce journal qu'il est indexé. Une fois, je vais chercher par le nom du journal, par l'ISSN, le numéro unique du journal, ce qu'on appelle l'ISSN. À l'intérieur de cette base de données, on va le trouver. C'est la même chose qu'on appliquera pour pouvoir vérifier, peut-être. Donc, on verra dans un autre webinaire comment vérifier si ça a un journal, il est indexé ou pas indexé sur Scopus. L'essentiel pour nous, pour l'instant, ces bases de données, on va les utiliser pour faire quoi? Pour collecter nos références bibliographiques. Donc, pour démarrer, on est en train de démarrer, je ne sais pas encore quoi faire, donc je pourrais me permettre pour faire ce qu'on appelle une collecte exploratoire. Hein. C'est une collecte, une recherche documentaire exploratoire, en utilisant justement des moteurs de recherche scientifiques. Mais petit à petit, je vais tendre vers quoi? Vers les bases de données scientifiques, justement pour qu'il y ait une certaine fiabilité. Donc ça, croyez-le moi ou pas, quand j'étais dans la thèse, au démarrage, je n'utilisais que Google Scholar, mais à force, qu'est-ce que je trouvais dans Google Scholar? Je trouvais du tout. Il y avait des articles très bien faits. Ça veut dire quoi très bien fait? Ça veut dire que c'est comme s'il y a une façon à faire unique. Hein, pour pouvoir rédiger cet article, il y a une façon à faire unique. Dans l'introduction, on trouve toujours la problématique quelque part. On trouve toujours la motivation de la recherche quelque part. On trouve toujours le but de la recherche quelque part. Dans la partie méthodologie, c'est clair la façon de faire. Dans les parties résultats, c'est tellement clair, les figures. Alors qu'il y a d'autres articles que quand on démarre à les lire, c'est soit qu'il y a énormément d'idées et l'auteur, il a énormément d'idées, il n'arrive pas à l'exprimer correctement, les figures sont mal faites, etc. Mais bon, de toute façon, Google Scholar, il va vous ramener tout ce qui fait référence à vos mots-clés. Et c'est ça la tâche de Google Scholar et ça s'arrête là. Alors que les bases de données scientifiques, ils ont une façon de faire qu'ils essayent de la respecter pour que justement, qu'il y ait un certain niveau de fiabilité des données secondaires. Et la fiabilité des données secondaires, ça démarre principalement de la forme, hein, donc qu'il y ait déjà un titre des auteurs à une année, etc., que ce soit connu, qu'on peut la retracer sur le web avec un URL, etc., c'est référencé, que les chercheurs sont connus plus ou moins, au moins les co-auteurs, que leurs établissements, c'est des établissements de recherche, etc., etc. Et aussi de fond, hein, donc qu'il n'y ait pas plagiat, qu'il n'y ait pas de problème de langue, la méthode, c'est une méthode de recherche, donc une méthodologie de recherche, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est ça un peu l'intérêt de travailler à partir des bases de données scientifiques. N'empêche de toute façon que les moteurs scientifiques sont là aussi pour qu'on puisse les utiliser. Et un des moteurs scientifiques qui existe, c'est ce qu'on appelle thèse.fr. C'est un moteur de recherche des thèses françaises. Nous avons l'équivalent marocain, ce qu'on appelle Topal. Hein, donc, les thèses déjà soutenues, ce qu'on appelle, alors, comment il s'appelle? Otrohati pour les thèses en cours, hein, qui ne sont pas encore soutenues.
et qui existe sur le site de l'EMIS. On peut utiliser même thèse.fr où c'est une bonne chose pour pouvoir aussi collecter au moins les travaux françaises, les thèses soutenues en France, et ça peut nous donner des idées pour notre point de démarrage, étant donné qu'on est en train de démarrer notre recherche. Et une fois on va trouver nos documents, on peut utiliser aussi l'EMIS. L'EMIS, c'est aussi il dispose de ce que j'appelle un portail de revues scientifiques. Et au niveau de ce portail de revues scientifiques, il y a un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, vous pouvez l'utiliser pour chercher à l'intérieur des revues scientifiques marocaines. D'accord, cette fois. Et ça peut aussi être intéressant. Hein. Je me suis amusé à taper des termes qui se réfèrent à l'informatique dans ce moteur de recherche de revues scientifiques marocaines. Et j'ai trouvé aussi des travaux Big Data à l'intérieur. Et c'est justement nos chers doctorants de sciences sociales, humaines, gestion, etc., qui s'intéressent à la chose. Alors, une fois on fait cette collecte, par les outils que nous avons vus, il faut qu'on arrive à un livrable, d'accord? Pour que ce soit clair dans notre tête. Mais avant qu'on va vers le livrable, il faut qu'on commence à collecter déjà. Donc, j'ai trouvé ce qui m'intéresse, je dois commencer à collecter. Pour que je puisse faire cette collecte, alors, je peux juste télécharger les documents, etc., mais vous allez se fatiguer à télécharger les documents. Qu'est-ce que vous pouvez faire appel? Vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle les gestionnaires des références bibliographiques. Les gestionnaires des références bibliographiques, ce sont des logiciels qui permettent de gérer les références bibliographiques. Comme on l'a dit, ce sont les références qu'on va utiliser pour les citer à l'intérieur de nos textes. Hein, donc, on cite la référence et vers la fin aussi, hein, en fonction de leur type, qu'ils soient des articles, des rapports, des bouquins ou autres. Bien évidemment, en respectant un certain style. Mais bon, vous n'allez pas apprendre tous les styles des différents rapports, etc. Il y a un sens, s'il vous plaît, essayez de basculer en mute.